Donc ravi d'être parmi vous ce soir avec mes deux acolytes, Jean-Christophe et François, que je pense pour la plupart vous connaissez déjà, parce qu'ils étaient là en septembre pour vous avec un webinaire sur l'intelligence émotionnelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être commencer par me présenter, puis Jean-Christophe et François, vous pourrez faire de même. Donc moi, c'est David Mété, cofondateur de MySkills. Donc MySkills, pour faire simple, c'est une application dédiée au développement des soft skills, tout ce qui est savoir-être, qu'on a développé avec le NS Cachan et l'Université de Bordeaux, et qu'on propose aujourd'hui pour favoriser le développement de ces compétences-là auprès des étudiants ou auprès des entreprises, grâce à des contenus en format court. Et tous ces contenus sont complétés par des ateliers, par des coachs extraordinaires comme Jean-Christophe et François, entre autres. Et donc, je vais les laisser se présenter. Voilà. Jean-Christophe, tu y vas ? Eh bien, ouais, donc moi je suis Jean-Christophe Thibault. J'ai une petite particularité, en fait, à part le fait que je n'ai plus de cheveux et puis que je suis l'oncle de Clément. C'est que je suis coach, effectivement, mais je fais aussi de la formation, notamment sur la question de la communication, du leadership, de l'intelligence émotionnelle, et puis je fais aussi du recrutement. Donc voilà, je suis un peu comme une petite boule à facettes dans le domaine des RH. Oui, bonsoir. Moi, je suis aussi ravi d'être là avec vous ce soir pour une deuxième fois, avec plaisir. De façon très originale, je suis formateur et coach en entreprise sur les thèmes du management, du leadership et de l'intelligence émotionnelle. Et je fais ce métier depuis bientôt 13 ans, je crois, et au moins 10 ans avec Jean-Christophe. Et 6 ou 7 ans avec David, je crois. Écoute, la présentation, on l'a déjà faite, donc on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Pour nous, ce qui est intéressant quand on parle de leadership, c'est déjà de poser un peu les bases. Et pour ça, on a une petite question à vous poser, très simple. Quel est selon vous, finalement, le mot qui caractérise le mieux le leadership ? Donc, pour répondre à ça, je vous invite à prendre votre téléphone ou à aller sur wooclap.com si vous êtes sur un PC et à mettre le code événement ici que vous avez, PUOBBPS, pardon. Et vous allez pouvoir répondre en un mot ou plusieurs. Ce qui caractérise pour vous le leadership, ça va nous permettre d'avoir une sorte de nuage de mots de vos réponses que je vais afficher d'ici quelques secondes. Et on va pouvoir, comme ça, en fonction de ça, en discuter. En attendant, Jean-Christophe et François, qu'est-ce que ça vous évoque, vous le leadership de votre côté ? François ? Moi, ça m'évoque quelque chose qui est relié à une situation. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont du leadership dans certaines situations et qui en ont beaucoup moins dans d'autres situations. Alors, vous avez un film célèbre qui illustre ça, c'est Invictus, qui parle de Nelson Mandela, qui avait un leadership très fort, évidemment, sur sa nation et beaucoup moins à titre personnel. Et c'est très bien décrit dans ce film. Donc, pour moi, c'est relié à une situation, la notion de leadership. Donc, c'est la rencontre entre une personne, une situation et une action à mener. Alors, pour moi, le leadership, c'est aussi porté par quelqu'un qui est un petit peu en équilibre sur un fil, un petit peu comme un somnambule, avec sa perche pour essayer de garder cet équilibre entre deux pointes extrêmes. Où il va falloir à la fois finalement qu'il soit doté de quelques outils, on le verra avec toi tout à l'heure David, et puis en même temps qui conforte un certain nombre de qualités pour éviter de perdre l'équilibre. Ok. Et je vais terminer et ensuite on va pouvoir analyser un peu les mots qui s'affichent à l'écran. Moi, le leadership, c'est pareil, c'est pas mal situationnel et j'aime bien le représenter comme ça. C'est pour moi, pour avancer droit, quand on est dans une entreprise, quand on est dans une équipe et qu'on veut avancer tous dans le même sens, il faut regarder loin devant. Il faut avoir un objectif précis au fond, ou en tout cas éloigné. Il ne faut pas regarder ses pieds. Et en fait, le leadership, c'est une personne qui va être en mesure de vous donner un point de repère, un point d'équilibre qui va vous permettre d'avancer et d'avoir votre direction pour les mois, les années à venir par rapport à votre projet. C'est un peu le phare, si vous voulez. Je suis pas breton, mais c'est un peu ça. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, François, Jean-Christophe, tous ces mots qui s'affichent à l'écran ? Ça conforte un petit peu ce qu'on était en train de se dire parce que je vois pas du tout de mots techniques, hein, je vois des mots qui ont plutôt
à faire avec des qualités personnelles, avec des soft skills, l'ouverture d'esprit, inspirant, charisme, fédéré, meneur, prestance. Donc je me dis que finalement, pour les gens qui nous regardent, quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui doit pas mal bosser en fait sur lui-même. Moi, il y a un mot qui revient fréquemment quand on pose la question, c'est le mot charisme. Alors, il y a un grand débat, faut-il avoir du charisme pour avoir du leadership? Il y a des contre-exemples dans l'histoire du management où des gens qui n'étaient pas du tout charismatiques et qui pour autant avaient du leadership. Mais ça, peut-être qu'on l'éclairera tout à l'heure avec la définition du leadership. En tout cas, je vais jouer un petit peu le contradicteur ce soir, juste pour mettre un petit peu l'ambiance. Moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir de charisme pour avoir du leadership. Voilà, hop, le débat est posé. Intéressant. Moi, ce que j'entends aussi souvent quand on parle de leadership, c'est souvent que les personnes associent leadership et bon communicant. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'il n'y a pas ou très peu le mot communication. Je vois pas le mot communication s'afficher, et c'est intéressant parce que d'habitude, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup remonter. Et c'est une très bonne chose finalement de pas imaginer qu'une personne qui communique bien est un très bon leader, parce que c'est deux compétences très différentes. Et voilà, c'était simplement ça que je voulais vous partager. Je vais revenir sur la présentation. Et ben voilà, super. Donc, tiens François, tu nous parlais de la définition du leadership juste avant. Si tu veux, je peux te laisser Alors déjà, le leadership, on va le traduire par une influence en fait d'une personne ou d'un groupe de personnes sur un groupe, et ça se mesure par sa capacité à fédérer les énergies autour d'une action collective. Donc on est bien dans une notion collective. On ne va pas parler de leadership évidemment si on joue tout seul. Si on prend James Bond par exemple, il n'a pas vraiment de leadership puisque en fait il ne fédère pas d'équipe. Et par contre, il a du charisme. C'est un peu différent. Et donc fédérer l'énergie d'un groupe pour une action collective, est-ce que ça nécessite du charisme ou pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On peut par exemple fédérer l'énergie d'un groupe pour une action collective lorsqu'on est très organisateur, très procédurier, sans avoir forcément de charisme autour de soi. Qu'en penses-tu, Jean-Christophe? Moi, je partage complètement cette idée-là. J'ai toujours en tête un mot que j'ai découvert il y a quelques années. Alors, mon paradoxe, c'est que je suis certainement un des seuls à ne pas être ingénieur autour de cette table virtuelle. Mais je m'étais intéressé à, je crois, une méthode qui s'appelle la méthode Scrum. Et dans la méthode Scrum, il y a un très beau mot qui est celui de servant leader. Et finalement, le leadership, c'est aussi cette capacité qu'on a parfois à être derrière, parce que le charisme, l'idée, c'est d'être devant et de courir devant. Le problème, c'est quand on court devant, parfois on court trop vite, et quand on se retourne, il n'y a plus personne derrière. Et dans cette idée de servant leader, il y a une idée de protection, il y a une idée de sécurité, de mettre en sécurité les autres, et puis il y a aussi l'idée du care, pardon. Mon accent anglais est terrible. C'est-à-dire aussi protéger, prendre soin. Et je pense que le leadership, le leader, c'est celui aussi qui prend soin des autres. Et ça découle d'une croyance, c'est-à-dire que pour que j'ai la capacité à fédérer les énergies pour une action collective, c'est que je dois croire que je suis la bonne personne pour le faire. Donc c'est là où on va rejoindre un petit peu toute la notion de soft skills et de travail sur soi. C'est si je pense que je suis la bonne personne au bon moment pour faire les choses, je vais avoir davantage de facilité à fédérer les énergies, si j'ai pas de doute. N'est-ce pas, David? Pour monter une entreprise, il ne faut pas avoir de doute. Exactement. Et justement, ça nous amène un peu à des exemples que vous avez pu rencontrer. Alors attendez. Je suis désolé, j'ai un problème d'affichage. Voilà. Cette slide-là ne voulait pas passer. Très bon film d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, on pourra en parler juste après. Mais ce qui est intéressant aussi quand on parle de leadership, c'est que je pense que dans nos expériences personnelles ou professionnelles, on a tous rencontré des personnes plus ou moins connues qui nous ont inspiré ce leadership-là. Et ça peut être intéressant peut-être que chacun partage un peu des exemples par rapport à ça. Clément, d'ailleurs, si vous voulez en partager également, vous pouvez. Si vous voulez, moi je peux commencer. Donc auparavant, avant de créer ma société, j'étais chef de projet R&D. J'ai eu l'occasion de travailler chez Decathlon et chez Zodiac. Et en fait, entre ces sociétés-là, j'ai travaillé dans une autre société. Et il s'est avéré que une personne de chez Zodiac qui travaillait auparavant chez Decathlon, qui a d'ailleurs développé le masque et tuba, m'a recontacté pour aller travailler chez eux. Et à l'époque, j'étais pas forcément en recherche d'emploi, mais
de par le profil de la personne et par rapport à ses précédentes réalisations, en l'occurrence, le masque et tuba de chez Decathlon est un vrai succès à la fois en termes de produits et aussi d'un point de vue commercial. Je me suis dit, cette personne-là, elle m'inspire en tout cas un certain leadership parce qu'elle a réussi beaucoup de choses. Et je sais que moi, personnellement, ce qui me parle le plus et les personnes qui m'inspirent le plus, c'est des personnes qui ont des réalisations, ou en tout cas des réelles réussites. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle pendant quelques mois. Et clairement, jusqu'à encore maintenant, alors que j'aurais eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes très inspirantes, c'est quand je pense à du leadership, je pense vraiment à cette personne-là parce qu'elle avait la capacité à emmener l'équipe autour d'un même projet commun, à vraiment s'intégrer dans l'équipe et pas être simplement une personne au-dessus, à définir des objectifs clairs et précis pour chacun en fonction des compétences et des points forts de tous. Et quand je pense aujourd'hui à du leadership, je pense vraiment à ce type de personne. Et ça se traduisait par des points mensuels qu'elle faisait avec chacun de ses collaborateurs de façon individuelle et des points hebdomadaires avec le reste de l'équipe. Voilà, ça reste assez technique peut-être comme approche, mais en tout cas, c'est moi aujourd'hui ce qui m'inspire le plus en termes de leadership. François, tu veux partager un exemple de ton côté? Oui, alors c'est pas une personne connue non plus. Moi, j'ai vu ça dans un restaurant un jour, un très bon restaurant, dans lequel nous sommes allés tous les deux, Jean-Christophe, d'ailleurs, si tu te rappelles, c'était à Cahors. Vous savez, les chefs de cuisine ont plutôt la réputation d'être agressifs, nerveux, dictatoriaux, etc. Là, je suis tombé sur un contre-exemple d'un chef qui parlait tout bas, qui se faisait écouter de ses équipes sans hausser le ton de la voix. Et en fait, de temps en temps, il avait des choses à leur montrer, donc ils se regroupaient tous, il leur montrait un truc à faire, et puis après, tout le monde allait dans la cuisine, il savait ce qu'il avait à faire. Donc, il mettait en œuvre, en fait, une compétence essentielle de pédagogie et d'écoute. Et c'était un leadership très, très en douceur, très smooth, on dirait maintenant. Et j'ai trouvé ça très bien dans sa capacité à fédérer en fait les énergies pour l'action collective était centrée autour de je vais vous apprendre à le faire. Je vous montre ce que j'attends. Voilà. Donc dans l'exemplarité. Après j'ai un contre-exemple, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Exactement. Ouais. Donc peut-être Jean-Christophe. Moi, je vais faire un peu dans la facilité. Je suis vraiment désolé, mais j'ai à ma droite dans ma bibliothèque, j'ai une photo et une statuette. J'ai une photo d'un parfait inconnu. C'est une petite blague qui s'appelle Winston Churchill. Et une statuette qui est celle du général de Gaulle. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu controversé parce qu'on pourrait dire que c'est des gens qui ont du charisme, etc., etc. Mais il faut quand même se rappeler que ces gens-là ont correspondu à un moment donné à une situation. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a une situation à un moment donné qui fait qu'on va effectivement développer en fait de manière contextuelle du leadership. Le général de Gaulle, il n'était pas connu. C'était un mec qui était dans son coin. Il était en but avec tout le monde. Il passait pour avoir un caractère de cochon, il contrariait tout le monde, mais à un moment donné, il y a une situation, et face à cette situation, en fait, il a un discours. Il a une capacité, on va dire, à emmener les gens, à les rassurer, à leur dire que tout est possible. Il y a une notion aussi d'espoir. Hein, et ce qui est très frappant dans cette affaire-là, c'est que finalement, les premières personnes qui ont rejoint le général de Gaulle, ces habitants de Saint, c'était des Iliens, en fait. Ils ont pris leur bateau, ils sont partis. Donc je pense que ces deux personnages, en fait, avaient cette capacité à ressortir durant des situations qui étaient bien précises, avaient pas forcément du charisme, étaient en but avec un certain nombre de personnes, mais ils ont su, à un moment donné, insuffler, donner de l'espoir, rassurer, sécuriser les gens pour les convaincre, en fait, de les suivre. Très intéressant. Merci Jean-Christophe. Et vous Clément, est-ce que vous avez un exemple en tête? Ouais, j'en ai plusieurs même. Celui qui me vient en premier en fait à l'idée rapidement, en fait c'est celui du coup de Boyan Slat, qui est du coup une personne qui est de plus en plus connue, je pense, autour du monde maintenant pour notamment du coup la protection en fait de la planète, hein, notamment par le biais du nettoyage en fait du grand paf en fait du coup de déchets qui peut se trouver dans les océans, mais aussi des rivières. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant parce qu'en fait, il part
de peu, avec peu de moyens, en fait, avec beaucoup d'humilité pour apporter tout simplement l'éducation, la connaissance, les bienfaits en fait de ce qui peut se retrouver du coup dans le fait d'accompagner cette thématique et aussi l'éducation en fait des populations locales ou moins locales à travers le monde pour pouvoir aider justement à sauver notre planète qui est si importante du coup pour qu'on puisse tous y rester dessus. Mais pour moi, je trouve que c'est un très bel exemple en fait de leadership pour pouvoir créer justement ce qu'il a envie. Et démontrer et aussi fédérer du coup les gens autour de ce super projet en fait, enfin, que moi je trouve super. Après c'est un débat aussi qu'on peut avoir en fonction de tout ça, mais qui pour moi du coup a beaucoup de sens. Donc c'est un des exemples que j'ai en tête. Et l'autre exemple que je pourrais également avoir, c'est celui donc de Justine Gracia, que beaucoup de gens connaissent du coup chez Exia, qui est du coup la directrice en fait qui m'a recruté ici à l'agence de Lille et qui justement a monté en fait ce projet de créer cette agence de Lille qui est aujourd'hui donc une franche réussite comme on peut le voir, et clairement qui a pu insuffler en fait toute cette dynamique et qui aujourd'hui pour moi est un moteur en fait notamment encore chez Extia pour pouvoir toujours évoluer puisqu'elle a forcément aussi gravi certains échelons et moi ça me donne en fait tout simplement aussi envie de pouvoir reproduire certaines choses qu'elle a pu effectuer, en faire d'autres de nouvelles pour pouvoir aussi gravir ces différents échelons et donc pour moi c'est aussi une vision inspirante aussi d'une forme de leadership qu'on peut retrouver chez Extia. Ouais, alors si je peux me permettre, Clément, je voudrais ajuster une chose là pour faire le lien avec ce que tu dis. Je pense que le leadership n'a pas besoin d'âge en fait. Et j'ai en tête, alors j'ai plus son nom, mais j'ai en tête l'exemple d'une jeune femme qui est devenue la patronne en fait d'IKEA, je crois, en France, qui a une toute petite trentaine, quoi. Mais il y a une volonté. Elle est la patronne de Leroy Merlin. Ou la patronne de Leroy Merlin, ouais. Ouais, voilà, c'est la patronne de Leroy Merlin, effectivement. C'est Leroy Merlin. Mais c'est tout à fait révélateur, en fait, du fait que c'est une composante à la fois, je pense, avec un vrai travail de fond, parce que faut quand même bosser un petit peu, faut être crédible, et en même temps, une espèce de force qui permet, en fait, d'aller de l'avant. Et encore une fois, je crois qu'il y a cette notion de sécurité, en fait, qui, pour moi, est importante, parce que la sécurité, c'est ce qui permet aussi aux autres de se dépasser. Très intéressant. Confiance, en fait. Effectivement. Et jusqu'à présent, on parle de bons exemples. Peut-être que ça peut être intéressant aussi d'avoir un contre-exemple. Si vous en avez un, Jean-Christophe ou François, un ou deux maximum, pour essayer de se représenter un peu ce qui fonctionne, mais aussi peut-être ce qui fonctionne moins, pour ensuite pouvoir détailler un peu plus précisément. On peut peut-être, pour rebondir sur cet aspect sécurité, en fait, moi je me souviens d'un patron de PME sous-traitant dans l'industrie méca, alors très pressurisé par les délais, la trésorerie, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans ce genre d'industrie, et qui en fait intervenait à tous les niveaux de la production pour contredire les instructions qui avaient été données par les managers intermédiaires. Donc qui était en fait hyper contrôlant et qui changeait d'optique et d'objectif à peu près 3 ou 4 fois par jour, et qui en plus devenait colérique si ça se faisait pas comme il le voulait. Donc là on est dans le contre-exemple parfait, mais si on regarde un petit peu en filigrane, qu'est-ce qui sous-tend ça? En fait, c'est une absence de confiance dans les équipes. Donc pour illustrer ce que disait Jean-Christophe, un bon leader, quelqu'un qui a du leadership, donne aussi sa confiance à d'autres personnes. Alors, moi, ça me fait penser à un truc, là. La personne qui m'a le plus inspiré, en fait, pour faire mon métier, on va pas le citer parce que c'était vraiment un salaud. C'était le dirigeant, en fait, d'une grosse boîte. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là, je pense, savait avoir du charisme. Donc, il avait une capacité, une force à emmener de manière ponctuelle les gens, à les convaincre. Il avait une grande gueule. Il était très compétent sur un certain nombre de domaines. Mais en fait, il avait une modalité de management qui reposait un petit peu sur l'humiliation et la mise en insécurité en fait des gens autour. Donc, c'était quelqu'un qui perdait beaucoup de gens en fait dans ses équipes et puis qui était finalement assez profondément détesté. Les gens le suivaient parce que il avait cette capacité à gueuler et en même temps à sortir le bâton quand ça n'allait pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on a un modèle un petit peu où effectivement, il y a du charisme, mais il n'y a pas de leadership. Intéressant. Donc pour continuer, nous on a
Une autre question pour vous. Normalement, si vous allez sur le même lien, ça devrait fonctionner. Ou en fait, tout simplement, si vous avez en tête des exemples. Alors attendez, hop, que j'y retourne. Des exemples de personnalités qui représentent pour vous un bon leader. Ça peut être des personnes idéalement que nous-mêmes on connaît. C'est l'objectif, ou en tout cas qu'ils soient publics, pour qu'on puisse après en débattre ensemble. Ça peut être intéressant. En préparant ce webinaire avec Jean-Christophe et François, on avait pensé à différentes personnes. Par exemple, Michael Jordan. Je ne sais pas si certains parmi vous ont vu le documentaire sur lui qui s'appelle The Last Dance, qui est disponible sur différentes plateformes de streaming, je crois, qui retrace un petit peu toute sa carrière et qui montre finalement le leadership qu'il a dû développer, parce qu'au final, vu qu'il était le meilleur joueur de son équipe, forcément, si l'équipe avait des résultats, c'était grâce à lui, mais quand elle avait des mauvais résultats, c'était de sa faute. Et donc, il a été contraint finalement de développer un certain leadership qui était plutôt, pour le coup, par la force parfois, pour entraîner ses collègues, les autres joueurs avec lui, pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixés et qu'on lui fixait, ou en tout cas que la presse lui fixait également. Il y a des personnalités de ce type-là. Je crois que Jean-Christophe, François, vous avez quelques personnalités ici que vous appréciez quand vous parlez de leadership. Ah ben moi c'est le grand Schtroumpf, hein, forcément. Mais je rigole pas, hein, parce que c'est vrai, ça m'a été sorti une fois par un stagiaire et j'ai trouvé l'exemple absolument éloquent. Parce qu'il réunit plein de qualités. Alors on en parlera peut-être plus tôt dans la deuxième partie de la présentation, mais moi c'est tout à fait valable. Il y a aussi des stagiaires qui m'ont parfois proposé Kim Jong-un ou Dark Vador. Alors malheureusement, ce sont de bons leaders. Ils sont animés par des valeurs négatives, c'est un peu ça le problème évidemment, mais ça n'empêche pas qu'ils ont des capacités de leadership. Ouais, enfin, il y a beaucoup de monde qui disparaît autour de Darth Vader quand même. Hein, et de oui, ça. Un jour, pour plaisanter, quelqu'un m'a dit, donc si je te mets le pistolet sur la tempe, je suis en train de fédérer ton énergie pour une action collective. Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. De manière ponctuelle. Mais je crois qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la différence entre le charisme et le leadership. On peut avoir un charisme en fait un peu contraint et forcé, un leadership dans le temps. À un moment donné, il y en a toujours un qui finit par te pousser dans l'escalier. Hein. Donc, je suis pas sûr que ça soit une stratégie durable. Et pour faire le lien avec le grand Schtroumpf, moi j'en ai un que j'aime bien, c'est Panoramix. Hein, c'est ça qui fabrique la potion magique en fait dans le village gaulois de mémoire. Et là, on a un leader en fait qui est en retrait, qui est un sage qu'on vient voir, qui s'entoure, qui sait envoyer les Gaulois à la castagne chercher des ingrédients pour la potion magique très 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 loin. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a cette espèce de confiance en fait qu'il arrive à donner, de rassurance en fait pour les autres, et on est prêt finalement à développer ce qu'on va appeler en fait une motivation intrinsèque, hein, la motivation qui vient du cœur et qui fait qu'on a envie de se défoncer pour une personne. Très intéressant. Là, j'ai affiché quelques-uns des résultats qu'on a reçus. On voit des personnalités qu'on connaît, hein, Steve Jobs, Bill Gates. Mais il y a Fabien Galtier aussi, très bon exemple. On y avait pensé en préparant ce webinaire-là. Ce qui est intéressant chez lui, et François, Jean-Christophe, je vous laisserai commenter ça également, mais quand on nous le cite en règle générale, on a la sensation que son leadership, il l'a démontré parce qu'il est parti d'une équipe de France qui allait pas très bien, qui avait des résultats plutôt en demi-teinte pendant des années. Et finalement, en quelques années, alors certes avec un staff exceptionnel, il a réussi à créer une cohésion d'équipe et à réatteindre des résultats extrêmement probants en assez peu de temps. Est-ce qu'il y a des personnalités, Jean-Christophe, François, qui vous font réagir et que vous aimeriez commenter dans la liste? Ouais, je suis sceptique, moi, sur Teddy Riner. Alors, je connais pas bien son rôle et sa carrière, mais il me semblait qu'il ne pilotait pas une équipe. Dans le leadership, on est bien sur fédérer les énergies collectives. Alors, je peux me tromper, hein, voilà. Mais Teddy Riner pourrait être, par exemple, l'image qui explique qu'on peut avoir du charisme sans leadership, puisque pour avoir du leadership, il faut fédérer une équipe, en réalité. Voilà. Après, pour les autres, moi, ça me va. Kylian Mbappé, donc en tant que capitaine, j'imagine. Ça me va, puisque
que c'est aussi je fédère mon équipe d'une autre façon. Donc, comme quoi, on peut aussi avoir du leadership, même si on n'a pas forcément le titre de leader. Il y a un mot, il y a un nom. Vas-y, Jean-Christophe, je t'en prie. Non, il y en a deux, moi, qui retiennent mon attention pour des raisons différentes. Hein. Il y a d'un côté, Elon Musk. Pour moi, Elon Musk, c'est le prototype du mec qui a vraiment du charisme, mais qui est capable en fait d'être extrêmement contre-productif. Hein. On l'a vu, il a eu un passage difficile quand même quand il a racheté l'actuel, ce qu'on appelle aujourd'hui X, hein, où il a été obligé un peu de se mettre en retrait et de mettre d'autres gens en place pour pouvoir justement continuer à faire marcher la boîte. C'est le premier. Et puis le deuxième, moi, il y en a un que j'adore, moi, c'est Fabien Galtier, parce que ce mec, il a des lunettes très moches. À l'extérieur, il est très controversé. Hein, c'est Mister Data. On explique qu'il n'arrête pas d'analyser les données, etc., etc. Mais à l'intérieur, encore une fois, de manière conjoncturelle, il y a une rencontre en fait avec des gens. Il y a une situation. Et en fait, il y a une espèce de magie qui se produit et on a envie en fait de suivre ce mec et d'aller accomplir des choses incroyables avec lui. Donc, le leader, il peut être un peu controversé à l'extérieur, mais en tout cas, il a cette capacité à un moment donné à fédérer autour de lui pour des bonnes raisons. Et il a cette capacité à faire qu'on va avoir envie de se décarcasser pour lui, quoi. Il n'a pas de pistolet, il n'a pas de bâton à la main, mais on a envie d'y aller, quoi. Quelqu'un qui est très respecté aussi au sein du groupe de manière globale, hein, de l'équipe de France. Donc c'est quand même quelque chose qui est aussi notable aussi par rapport à ça. Même qu'il soit controversé à l'extérieur, chacun des membres du coup de l'équipe de France le respecte énormément et le défend aussi dans sa fonction de leader. On en vient à la notion de légitimité, hein, pour avoir du leadership. La légitimité, je vais y arriver, que les autres vous accordent, et celle que vous accordez à vous-même, bien entendu. Et donc, hop, si je récupère la main. Donc là, super transition. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a énormément de leadership et de types de leadership différents, des exemples concrets qu'on nous a présentés et que les participants nous ont montré ou nous ont écrit. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement différents styles de leadership. Et du coup, François, je te laisse te présenter ce tableau si tu le veux bien. Oui, alors dans notre métier des grilles d'analyse de leadership, il en existe pas mal. Donc, on en a choisi une simple ce soir. C'est une simplification en fait du modèle des 6 types de leadership de Daniel Goleman. Alors Daniel Goleman, vous le connaissez peut-être, il a écrit un bouquin sur l'intelligence émotionnelle qui est très célèbre, mais auparavant il travaillait aussi sur la notion de leadership. Donc il a défini un modèle avec 6 types de personnalités qui a été simplifié pour le management d'entreprise à 4 types que vous avez sous les yeux. Donc un type plutôt entrepreneur, hein, qui est plutôt orienté résultats, objectifs, performance, productivité, hein, donc qui va savoir prendre des décisions, gérer le changement, faire preuve d'expérience. Vous avez un créateur qui est plutôt dans l'innovation. Alors là, on pourrait y mettre Steve Jobs, par exemple, hein, dans les concepts, dans les questions, qui va plutôt chercher la disruption, côté disruptif. L'organisateur, alors on pourrait mettre justement Fabien Galtier là-dedans, hein, qui est dans les faits, les procédés, la planification, donc Monsieur Data, ça va être un peu lui. Et le fédérateur qui, lui, va plutôt travailler, avec la burette d'huile, quoi, pour mettre une bonne ambiance dans l'équipe, avoir un esprit d'équipe, travailler sur les motivations, la communication, l'engagement des gens. Voilà. Peut-être Didier Deschamps peut rentrer dans cette ligne-là. Oui, je pense, oui, tout à fait, oui, exactement. Avec son système de triangulation de l'équipe, exactement, oui. Tout à fait. Et pour l'entrepreneur, on pourrait y mettre Bernard Tapie, hein, pour ceux qui le connaissent encore. Ce serait tout à fait. Alors évidemment, ce sont des caricatures qu'on vous présente là. Souvent, les leaders ont une ou deux facettes, hein, qu'ils combinent ensemble. Je vous laisse quelques secondes, vous tous, pour déterminer un petit peu quel genre de profil vous avez à l'intérieur de vous, sans forcément tomber dans la caricature. Voyez-le plutôt comme un avantage. Alors, quel est l'intérêt de faire ça, en fait, d'aller chercher un peu son style privilégié? C'est qu'en matière de leadership, on gagne toujours à aller s'appuyer sur ses points forts plutôt que
d'aller essayer d'améliorer ses points faibles. Vous savez, il y a deux écoles. Hein. Il y a toujours ceux qui s'appuient sur leurs points forts et les encouragent. Et puis il y a ceux qui systématiquement cherchent toujours ce qui ne va pas chez eux et qui le travaillent. En fait, l'expérience prouve que pour avoir du leadership, il vaut mieux en fait connaître ses points forts, s'appuyer dessus, savoir ce que l'on est capable de faire. Et donc là, mon invitation, ou notre invitation ce soir, c'est simplement de vous dire, tiens, c'est quoi vos points forts, c'est quoi votre facette à vous, qui vous caractérise un peu plus, et sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans les situations, parce que ça, c'est vraiment vous. Hein, c'est comme la chanson de téléphone, ça c'est vraiment toi, c'est exactement ce qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'un vrai leader, une personne qui a du leadership, n'occulte pas qu'elle a des points faibles, qu'elle ne sait pas tout faire, mais par contre, elle sait ce qu'elle sait bien faire. Et idéalement, elle sait s'entourer derrière pour combler Exactement. Pour pallier un peu ses points faibles, effectivement. Donc c'est quelque chose de très humain, le leadership, dans le sens où c'est quelque chose où on va aller chercher de l'authenticité. Alors Laurent nous dit, fédérateur me ressemble plus, très bien. Alors il n'y en a pas forcément qu'un seul, hein, vous pouvez vous retrouver dans deux. Et si vous hésitez entre deux, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer. Jean-Christophe, tu sais, toi? Sur quoi je peux m'appuyer? Sur toi. Alors, tu sais quoi? On va poser la question à David plutôt. Tiens, David, puisque tu es entrepreneur, toi, quel est entrepreneur, je veux dire, dans la vraie vie, hein, puisque tu as créé une entreprise, d'après toi, ton style de leadership sur lequel tu peux t'appuyer? Moi, je suis plutôt sur la partie créateur et un peu organisateur. Entrepreneur, je m'y retrouve moins, personnellement. Mais voilà, c'est plus mon côté créatif qui permet après d'expliquer une vision, de montrer des choses et de faire d'emmener les personnes sur un chemin. Ok. Alors, une petite précision pour les gens qui n'aiment pas être dans des cases. Considérez que vous êtes un gâteau avec les 4 ingrédients que vous avez sous les yeux dans des proportions différentes. Et à ce moment-là, évaluez combien de pourcents vous êtes dans cet ingrédient, combien de pourcents dans cet ingrédient, etc. Je ne sais pas si c'est ton cas, David. Si, après, j'ai pas du tout réfléchi à la recette encore, mais je vais y réfléchir. Je vois que le temps avance. Juste, par rapport à tout ça, donc effectivement, on voit qu'il y a différents styles de leadership. Clairement, c'est des choses et François, Jean-Christophe, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est des choses même bien plus que moi, c'est des choses qu'on va développer au fur et à mesure de sa vie. Et donc, c'est très intéressant de s'inspirer de personnes autour de nous, d'avoir des modèles. Alors, on l'a un peu fait juste avant, en vous demandant un petit peu quels étaient vos modèles à vous. Mais n'hésitez pas aussi à aller regarder un petit peu dans votre entourage des personnes qui ne sont pas forcément connues, mais des personnes qui ont des compétences que vous trouvez inspirantes et où vous trouvez qu'il y a un certain leadership, parce que clairement, demain, en échangeant avec ces personnes-là, ça va vous permettre potentiellement de pallier certaines choses ou de développer certaines de vos qualités et de les accentuer. J'imagine que François, Jean-Christophe, c'est des choses que vous proposez régulièrement aussi en coaching aux personnes que vous suivez. Jean-Christophe, tu veux dire un mot? Ouais, moi je rebondis, pardon, je fais un petit pas de côté, mais je rebondis sur la photo de ce brave manager avec ce beau sourire, cette barbe blanche. C'est Noël en même temps, hein, donc voilà, normal. Mais moi j'ai envie de dire 2-3 choses là-dessus. D'abord, j'ai envie de le répéter, le leadership ne dépend pas exclusivement de l'expérience en termes d'années. Et des cheveux blancs. Ça me rappelle une blague qui circulait. Il y avait une photo où on voyait, en fait, il y a quelques années, on voyait un bon manager, c'est quelqu'un qui a une coupe, qui a les cheveux très courts, des bretelles et une chemise blanche. Moi, je connais des leaders, des gens qui ont des leadership, qui ont 25 ans, 26 ans, j'en croise, y compris même parmi des étudiants. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose aussi qui me semble très important, et effectivement savoir quel est son style, c'est important, mais il y a des fondamentaux qu'on peut cultiver. Et quelles sont mes valeurs? C'est quoi mon système de valeurs? Qu'est-ce que je propose en fait aux autres? Quelle est ma capacité à instaurer un cadre? Ce fameux cadre qu'on est tous en train, enfin moi personnellement, qu'on est tous en train de tester et puis de foutre en l'air de temps en temps, mais c'est important en fait de le remettre quand il est plus là. Il faut être sécurisant et puis il faut être au clair. Ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu disais François, avec justesse, il faut être au clair avec ses talents.
Et il faut être au clair avec les talents des autres. Il ne faut pas hésiter à dire aux autres qu'ils ont du talent, parce qu'on est toujours prompt à critiquer, à faire des feedbacks qui parfois peuvent être meurtriers. De temps en temps, asseyez-vous, vous avez une petite équipe, et allez voir une personne et dites-lui, ce que j'aime chez toi, c'est... Voilà. Et un vrai compliment en profondeur. Vous allez voir que les gens vont vous regarder avec des yeux émerveillés. Je ne suis pas sûr que j'ai répondu à la question, mais... Si, un petit peu. Vas-y, pardon, François. Ouais, peut-être juste un complément de conseil, c'est peut-être de prendre plusieurs mentors plutôt qu'un seul. C'est toujours intéressant d'aller chercher les bonnes recettes chez ceux qui ont du leadership. Et peut-être qu'en prenant plusieurs, c'est plus facile d'identifier les bonnes recettes, en fait, celles qui nous correspondent en tout cas. Donc finalement, quel est le rôle du leader? Qu'est-ce qu'on peut en conclure, François, Jean-Christophe, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, selon vous? François. Jean-Christophe, je voulais te laisser parler sur le cadre puisque c'est ta grande spécialité. Oui, alors oui, il dit ça parce que c'est mon paradoxe en fait. Moi, je suis un bon rebelle, donc je déteste les cadres, mais en même temps, je suis convaincu en fait que le cadre est indispensable pour les raisons qu'on a énumérées, c'est-à-dire que c'est ce qui protège à un moment donné, c'est ce qui met en sécurité, c'est ce qui sert de référentiel, c'est ce qui permet à un moment donné de fixer des objectifs. Donc, je pense que la première qualité en fait du leader, c'est celui en fait ou celle qui va réussir à poser un cadre et surtout à partager ce cadre avec les autres, donc éventuellement qui va pas hésiter à le co-construire aussi avec les autres. Sur l'inspiration, moi j'ai une petite phrase de Antoine de Saint-Exupéry à vous fournir qui nous dit si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et femmes pour leur donner des ordres, qui seraient ou pour expliquer chaque détail, ou pour tout leur dire où trouver chaque chose, qui serait du management en fait. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Je crois même qu'il dit de la mer grande et belle. Donc l'inspiration, ça va être en lien avec la motivation. Je vais donner une vision, mais je vais même la donner de façon sensorielle en fait. Je vais donner envie aux gens. C'est le fameux I have a dream de Martin Luther King. C'est-à-dire que je donne une vision que j'ai vécue et j'y crois. Donc véhiculer une vision, c'est y croire soi-même. C'est là où on parle d'authenticité. C'est-à-dire que plus je crois en ce que je dis, en ce que je fais, et plus je vais être suivi. Effectivement. Moi, j'ai une autre histoire que j'aime beaucoup, que je vais vous partager par rapport à ça. Imaginez que vous êtes dans les années 1490, que vous vous baladez sur les quais de Seine à Paris, dans votre tenue de prince ou dans votre tenue de princesse. Et là, vous voyez différentes personnes tailler des pierres. Alors, vous arrêtez à la première et vous lui demandez ce qu'elle fait. La première personne, elle va vous dire, moi, je taille une pierre. Vous demandez à la deuxième et la personne va vous dire, moi, je taille une pierre pour construire un mur. La troisième, elle va vous dire, moi, je taille une pierre pour construire un mur pour bâtir une cathédrale. Et la dernière, elle va vous dire, moi, je taille une pierre pour construire un lieu de culte pour les Parisiens qui va durer des siècles. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette image, c'est que vous avez finalement les 4 niveaux de vision d'une tâche d'une personne. Et finalement, dans votre travail quotidien en tant que manager chez Extia, finalement, vous allez donner des tâches effectivement à vos collègues, vos collaborateurs, mais ces tâches-là, elles ont un objectif final qui va être de différents niveaux. Et donc, le travail du leader, ça va être de toujours au moins avoir un niveau supérieur pour apporter une vision complémentaire à la personne et pour l'emmener dans une direction. La personne, elle va pas simplement travailler sur un tableau Excel pour calculer des moyennes ou des chiffres d'affaires réalisés par mois. Elle va s'assurer que la boîte et la société dans laquelle vous travaillez, elle va être rentable et elle va être pérenne pour ensuite apporter plus de valeur aux clients futurs et plus de valeur aux personnes qui y travaillent. Quand vous travaillez sur l'optimisation d'une application, vous n'êtes pas simplement là pour permettre un taux de rafraîchissement de 0,1 seconde plus rapide, mais vous êtes là pour fluidifier l'usage des usagers, permettre potentiellement qu'ils achètent des billets de train plus vite ou faire en sorte qu'ils soient simplement plus disponibles pour leur propre temps perso. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là finalement auxquelles le leader doit travailler et doit réfléchir pour apporter une réelle vision finalement à son équipe. Et pour essayer de le mettre en pratique régulièrement dans ce qu'on fait au sein de ma structure et des structures avec qui on travaille, clairement, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. François, Jean-Christophe, vous voulez compléter
des petites choses sur cette Moi, j'ai envie de rajouter, en fait, moi, j'ai un bouquin de chevet, moi, parce que la question aujourd'hui du leadership, du management, on est un peu à un carrefour, c'est très controversé, il y a des retours de balancier. On recommence à voir aujourd'hui des gens qui vous expliquent froidement que finalement, l'autorité, ça a du bon. Avec tous les malentendus, en fait, que ça peut avoir. C'est-à-dire que l'autorité n'est pas suffisante. Et puis de l'autre côté, vous avez des tas de gens aussi qui prônent des choses plus douces, un petit peu à tendance bisounours. Et l'idée, c'est d'essayer de se situer entre les deux, en fait. Et il y en a un qui fait ça très très bien, qui s'appelle Will Schultz, François. Tu le connais bien, je vous montre son bouquin. Will Schultz, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'élément humain. Et si vous devez aujourd'hui lire un bouquin, vous oubliez tous les autres et vous lisez L'élément humain de Will Schultz. Ça date des années 60, François? Non, un petit peu plus quand même, je pense. Un peu plus, 70. Ouais. Bon. Et il y aborde tout ce qu'on est en train de se dire en fait ce soir, avec un élément supplémentaire pour moi qui est un élément primordial, c'est la notion d'inclusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le leader, la leader, c'est celui qui inclut tout le monde dans son équipe. Les gens hyper compétents, les gens un peu moins compétents mais qui sont bons sur d'autres choses. Et chacun va être reconnu, chacun va avoir sa part. Pourquoi ? Parce que, alors là, c'est mon côté bisounours, mais je pense que tout autant qu'on est, on a besoin d'être reconnu. C'est-à-dire que quand vous posez la question encore aujourd'hui dans les entreprises qui manquent en fait aux gens, ils vous disent le manque de reconnaissance. Donc, le leader, c'est aussi celui qui répond à ce besoin d'être reconnu. Pour lui, je suis important. Et c'est parce que je suis important pour lui qu'à un moment donné, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Très intéressant. Merci Jean-Christophe. Pour compléter ce qu'on vient de se dire, moi, je voulais vous partager un petit outil parce que on est sur un webinaire qui a un format assez court. Donc, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'extrêmement complet sur le leadership. Par contre, il y a des outils qu'on peut vous partager et que je pense vous pouvez facilement mettre en pratique, encore plus quand vous êtes sur des métiers comme les vôtres. Je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent les OKR. Les OKR, c'est une méthodologie d'organisation qui date des années 50-60, qui a été popularisée par les grosses startups, enfin maintenant grosses sociétés américaines comme Google et autres. En fait, l'objectif, c'est que très souvent, dans vos services, dans vos équipes, vous avez des objectifs qui vont être soit semi-annuels, soit annuels. L'idée, c'est que ces objectifs-là, c'est un peu votre vision long terme, qui sont très souvent aussi intégrés dans une vision globale pour la structure pour les 5 à 10 ans suivants. L'idée, c'est de reprendre ces objectifs-là et de les découper en objectifs trimestriels, mensuels, voire hebdomadaires. Et de ces objectifs-là, vous allez en définir des résultats clés, ou en tout cas des indices de mesure, si vous voulez. Alors, si c'est une équipe commerciale, c'est assez facile. Si votre objectif, c'est de faire 1 million de chiffre d'affaires sur une année, ça veut dire que vous allez globalement faire 100 000 euros par mois sur 10 mois, parce que les mois d'été, vous allez faire beaucoup moins. Et ensuite, de mettre en face les projets associés pour atteindre ces objectifs. Et donc, finalement, si vous devez réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de janvier, et que vous les avez atteints, super, vous voyez ce qui a fonctionné, mais si vous ne les avez pas atteints, vous avez mis en place différents projets, certains ont permis d'atteindre leurs objectifs, d'autres moins, et donc ça va vous permettre comme ça régulièrement, à horizon toutes les semaines, tous les mois, suivant votre choix, de visualiser l'avancement des objectifs par rapport à vos différents projets, et de réajuster en fonction, d'optimiser les projets qui fonctionnent le mieux et potentiellement d'arrêter ou de réduire les projets où ça fonctionne le moins pour allouer les ressources là où ça fonctionne et finalement atteindre vos objectifs. Et en fait, le fait de faire ça, ça rentre un petit peu dans l'histoire que je vous racontais tout à l'heure sur le tailleur de pierre. Vous allez décomposer les objectifs avec les tâches des collaborateurs en projets. Ces projets dépendent ou en tout cas sont reliés à des résultats qui sont associés à des objectifs concrets pour votre structure et pour votre service. Et donc, vous allez comme ça avoir une vision un peu pyramidale de la structure et que vous allez surtout pouvoir l'apporter à vos collaborateurs, ce qui fait que quand ils vont travailler sur une tâche X ou Y, ils sauront exactement à quoi elle fait référence par rapport à l'équipe et par rapport à la structure demain et à quelle échéance ça va l'impacter. Et ça permet à la fois de rythmer l'organisation de travail au quotidien et ça permet en même temps de donner une vision clair et long terme. Et pour le coup, c'est un outil assez facile à prendre en main. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Donc c'est très très simple et j'imagine que ça rentre dans pas mal
de vos méthodologies d'organisation actuelles. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et si vous souhaitez les mettre en forme, je vous ai juste dit ici, regardez l'outil Notion et regardez les OKR de Buffer, B-U-2-F-E-R. C'est un template gratuit qui vous permet de reconstruire vos objectifs du service ou vos propres objectifs personnels d'ailleurs, directement sur l'outil pour tester ça. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne fête de fin d'année, puis à très vite.